Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi qui démarre avec un petit retard. Comme chaque jour, nous vous accompagnons avec des conseils pratiques, des échanges enrichissants et des témoignages forts pour vous aider à mieux vivre votre quotidien. Aujourd'hui, dans notre page bien-être, nous traitons de l'intolérance alimentaire, ballonnement, maux de tête, fatigue chronique. Ces symptômes anodins pourraient être liés à une intolérance que vous ignorez. Comment les identifier et surtout comment adapter son alimentation pour éviter les désagréments. Pour en parler, notre nutritionniste est déjà au rendez-vous. Nous consommons souvent des légumes-feuilles dans nos plats traditionnels, mais savons-nous réellement comment les traiter pour conserver tous leurs bienfaits entre le lavage, la cuisson et la conservation? Certaines mauvaises habitudes peuvent altérer leurs propriétés nutritives. Notre experte en cuisine nous donnera également des astuces. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aussi à comment bien prendre soin des peaux noires et métissées. Hydratation, protection contre les agressions extérieures, choix des produits. Il est parfois difficile de s'y retrouver face à la multitude de recommandations disponibles. Félicité Nkoui, spécialiste skincare, nous donnera les clés pour adopter une routine et révéler l'éclat de notre peau. Pour terminer, nous vous proposons un témoignage qui ne laissera personne indifférent. Imaginez découvrir que l'homme que vous aimez est en réalité déjà marié à quelqu'un de votre entourage en plus. Un dilemme émotionnel, une histoire de trahison, de secret. Alors, restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parti pour le rendez-vous de midi. C'est Vanobé. Bagawa Kumore. I talk about the music. Chaka, chaka. Usololo nawa osovei na mebu. Usololo nawa osovei na mebu. Maé, bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas, bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas. Tu veux me sentir, mais est-ce que je suis un parfum? Hein? Allô, me dit l'enrouin. Au salon, non, anama, ben y'a ma lentia. Nous cougnons, mais on banque des dia. Y'a mon les pompons, mouni, ben mouni, renvio. M'le teigno de a son de sofion. Que c'est mon la sion, dit au somme les pobol. De la rue au palais, ou amène au villa vadoufio. Pol coco au soc, au fil à co égbe. Choukata dio, les bang bang, au de iPhone V. L'amour c'est à deux relations, y'a mi midi. C'est ça, boy, là y'a bébé, ratio, la blé. Hey, unyi wanu e mazemi kona o mi bole yo maintenant m'voit m'jole soak là non. D'ailleurs toi et moi ça ne marche plus. Je t'aime, wande coucou va y glonner ma ou. Ole tado ma foku. Et quoi toi la si? Lolo ya tado ma foku. Ole tana mutaku. Lolo ya tana mutaku. Ore kanti hela. Vraiment c'est Ndachi amereke. Ore kanti hela. Mutakona mesiame. Usololo nawa osovei na mebu. ça n'a me boué quel emoji. Usololo nawa osovei na mebu. Maé, bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas, bébé, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas, ouais. Chaque année la classe. Roméo manager. Travail de l'eau. Et si veut d'or, go, 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 là. Go, 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 là. Agent go, 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 là. Go, 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 là. Agent go, 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 là. Agent go, 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 là. Agent go, 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 là. Go, 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 là. Alors, je vous accueille, vous l'avez remarqué, avec la nouvelle sortie de Vano Baby et Laura. Laura qui est togolaise tout de suite, le premier plateau. Mais avant, vous avez envie de savoir avec qui est-ce que je suis en plateau aujourd'hui. Comme d'habitude, les jeudis, elles sont 4 autour de moi. Sophia Tossini, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à mes téléspectateurs. Voilà, Bienvenue. et juste en face, Jennifer Sativi,
Bonjour. Bonjour Marcel, bonjour chers téléspectateurs. En forme? En forme. Oui, ça se voit. Rebecca, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau. Bonjour Rebecca. Et Félicité, bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue. Merci. Tout de suite, le premier plateau donc. Vous ressentez souvent des ballonnements, des migraines ou une fatigue persistante sans raison apparente. Et si cela venait de ce que vous mangez, les intolérances alimentaires sont de plus en plus fréquentes, mais restent mal diagnostiquées. Pourtant, elles peuvent affecter notre bien-être au quotidien. Comment les reconnaître et adapter son alimentation? En conséquence, nous en parlons avec Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste, qui nous aidera à mieux comprendre ces réactions du corps et à adopter de bonnes habitudes, tout simplement. Rebecca, bonjour de nouveau. Bonjour, bonjour les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons des intolérances alimentaires. Et plusieurs personnes en souffrent, surtout quand on commence par prendre de l'âge et qu'on n'a pas une alimentation bien équilibrée, bien variée. On peut rapidement faire face aux intolérances alimentaires. C'est ça. Et comment on arrive à le reconnaître? Il y en a qui, par exemple, ils arrivent à manger un certain nombre d'aliments par le passé, mais avec... D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'intolérance alimentaire et l'allergie? Oui, il y a une différence entre l'intolérance alimentaire et l'allergie. L'allergie se manifeste depuis le bas âge, mais l'intolérance peut se manifester depuis le bas âge et peut aussi se manifester au fil des âges, c'est-à-dire c'est souvent dû à une fragilité du microbiote intestinal. Quand la microflore intestinale n'est plus assez renforcée, on peut commencer par faire face à des intolérances alimentaires. Dans ce cas, on ne va pas parler d'allergie. OK. Mais quels peuvent être alors les signes les plus fréquents, d'accord, d'une intolérance alimentaire? Oui, quelqu'un qui aimait bien manger, par exemple, le crin-crin ou le gombo, au fil des années, quand il commence par manger cet aliment-là, il peut avoir des maux de ventre. Et on commence par supprimer ces aliments-là de son alimentation de façon progressive. Aujourd'hui, si c'est le gombo et vous supprimez le gombo, vous ne travaillez pas sur votre alimentation. De jour en jour, la liste va augmenter. Donc après, ça peut être le crin-crin, après ça peut être asroquin, après ça peut être même les légumes, la viande. Et puis, finalement, on se dit, mais qu'est-ce que je vais manger finalement? Parce que de jour en jour, je supporte moins les aliments. Mais formellement, est-ce qu'il y a des tests fiables pour détecter une intolérance alimentaire? Tests fiables, pas vraiment, mais avec l'anamnèse, avec l'histoire du patient, on arrive à diagnostiquer, à savoir exactement si c'est une intolérance ou une allergie. Et quand on est en face d'une intolérance alimentaire, comment adapter son alimentation pour garder le meilleur équilibre possible? Quand on commence par faire face à une intolérance alimentaire, il faut garder à l'esprit que la meilleure solution n'est pas de supprimer cet aliment-là de son assiette. Okay. Mais il faut déjà faire un travail en amont sur son alimentation, c'est-à-dire rééquilibrer son assiette et adopter un bon mode de vie alimentaire, comme on a l'habitude de dire, prendre le petit déjeuner, le dîner, la collation, ça c'est le b.a.-ba. Et introduire beaucoup de fruits et légumes dans son assiette pour renforcer son système immunitaire. Mieux, il faut aussi renforcer la barrière intestinale, la flore intestinale. Pour renforcer la flore intestinale, vous avez besoin de micronutriments et de bactéries. Ces micronutriments se retrouvent déjà dans les fruits, les légumes. Et les bactéries, vous pouvez les retrouver dans le yaourt, par exemple. Donc, prenez le yaourt au moins 3 fois par semaine pour renforcer votre flore intestinale. Et recommencez maintenant, quand vous le faites pendant environ 1 mois, quand vous équilibrez votre alimentation pendant environ 1 mois, vous pouvez maintenant commencer par introduire progressivement ces aliments auxquels vous n'arrivez plus à supporter. Quand vous commencez par les introduire progressivement, si vous avez bien travaillé sur votre alimentation, vous allez pouvoir supporter ces aliments-là plus facilement. Voilà.
Ma dernière question à vous, parce qu'il faut bien qu'on y aille comme sur des chapeaux de roue aujourd'hui, exceptionnellement. Peut-on guérir une intolérance alimentaire ou est-on condamné à vivre avec toute sa vie? Non, on peut guérir une intolérance alimentaire. Oui, j'ai déjà connu plusieurs patients qui ne supportaient pas un certain nombre d'aliments, qui le supportaient par le passé. À un moment donné, ils ne supportaient plus. Mais en travaillant sur l'alimentation, aujourd'hui, ils arrivent à supporter ces aliments-là. Donc, merci. Rebecca Saboran, nutritionniste, diététiste, merci pour vos conseils nutritionnels. Et nous restons dans nos assiettes où les légumes feuilles sont de véritables trésors nutritionnels, riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Ils sont essentiels à une alimentation équilibrée, mais comment est-ce qu'on les traite bien pour toujours bénéficier de tous leurs bienfaits? Notre experte en cuisine nous en dira plus. Sophia Tosseni, bonjour de nouveau. Bonjour Marcel. Alors, les légumes, oui. Comment doit-on les traiter? Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous sommes dans une série d'émissions par rapport aux légumes. Bien sûr, une série d'épisodes. La dernière fois, ça va être peut-être 3 épisodes. Okay. La dernière fois, nous sommes partis sur les éléments nutritifs de ces légumes. Nous avons pu dire que le légume Fotete est un légume à privilégier, vraiment, compte tenu de sa valeur nutritive. Bien sûr. Aujourd'hui, nous allons commencer le traitement des légumes. Lorsque vous achetez votre légume et que vous arrivez à la maison, certaines personnes se permettent, si nous n'avons pas les images, ce ne serait pas très, très bien. Bon. Allons-y quand même. OK. Certaines personnes se permettent de sortir les feuilles et de laisser les tiges. Ça, c'est un comportement à bannir. N'est-ce pas? Oui. Vous voulez manger des légumes, mangez-les avec les tiges. Même le hamon vivait? Non. Okay. Le hamon vivait, oui. Mais quand je dis tige par rapport à hamon vivait, vous savez, il y a une manière de faire le hamon vivait, de tirer comme ça. Ne faites plus ça. Coupez, faire comme vous avez l'habitude de faire pour les autres légumes. Mais pour les autres légumes, n'abandonnez pas les tiges. Parce que dans les tiges, il y a une concentration des nutriments. C'est-à-dire que quand nous disons que les légumes feuilles sont riches en fer, en calcium, la concentration de ces éléments nutritifs, c'est dans les légumes, dans les tiges. Je parle sous le contrôle de la nutritionniste. C'est dans les tiges. Donc, si vous arrivez à la maison, votre légume feuille, ne le débarrassez pas des tiges. Vous coupez proprement et vous lavez. Vous lavez vos légumes. Comment on coupe proprement? Vous coupez proprement. C'est-à-dire que quand vous voulez couper, vous pouvez, ça peut être des légumes que vous avez achetés avec les racines ou bien les bouts durs. Vous coupez les légumes à partir du moment où la tige que vous avez prise comme ça est molle. Okay. Quand ce n'est pas dur, c'est comestible. C'est-à-dire ne jetez rien. Comme le disait quelqu'un que j'aime bien, il dit, quand je coupe, c'est-à-dire que même quand tu n'as pas de poisson dans ton assiette, quand tu n'as pas l'argent pour acheter assez de poisson, quand tu as tes légumes, que tu les avales, tu les manges avec des tiges, c'est comme si tu étais en train de manger du poisson. Ça ne remplace pas le poisson, mais ça donne l'air de remplacer. C'est-à-dire que tu manges quelque chose qui est dur et après... Bon, de toute façon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est dire aux téléspectateurs que ce n'est pas une bonne habitude de manger les légumes sans les tiges. Tant que la tige, elle est molle, il faut la consommer. Et voilà, vous jetez le bout dur et vous commencez à couper. Quand je dis proprement, vous voyez, vous coupez. Dès que vous êtes encore avec les tiges complètement, vous coupez minutieusement en petit dés
Et lorsque vous allez sur les feuilles, vous pouvez faire de larges mouvements de couteau. Donc, comme vous le voyez à l'écran d'ailleurs. Donc, c'est ce que je crois que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, quand on a fini de faire ça, comment maintenant rendre le légume en sauce? Comment il devient sauce pour nous amener à table? Il vaut mieux s'arrêter là parce que voilà. On a hâte de découvrir. Je sais qu'on n'aura jamais cette sauce avant de descendre mais vous pourrez être surpris. C'est mieux. mieux. Le résultat. De toute façon, il est toujours mieux de continuer. En tout cas, je l'ai dit, il faut qu'on y aille comme sur des chapeaux de roue aujourd'hui. Mais très rapidement donc. Oui, un petit détail. J'aimerais préciser qu'avant de couper les légumes, c'est bien de les laver d'abord. Après avoir enlevé les parties dures, il faut laver avant de découper. D'accord. Merci. Alors, on aura une petite transition cette fois-ci, Maud Beauté. Prendre soin de sa peau, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est aussi une question de santé. La peau noire, ouais, il y en a à foison ici, et même métissée. Peau noire, peau métissée, elles ont des spécificités qui nécessitent une attention particulière, nous dira certainement la spécialiste skincare. Félicité, bonjour de nouveau. Bonjour bienvenue. Marcel, bonjour le plateau. Peau noire, peau métissée, c'est quoi la différence d'abord? La peau noire, c'est cette peau qui... Enfin, si je ne me trompe pas, il n'y a que de peau noire ici. Oui, mais il n'y a que de peau noire, c'est ça, hein? Oui. C'est ça, ok. La plus noire, c'est moi. Ou moi, peut-être. Bon, je vous dirai à la fin du plateau. La peau noire est cette peau-là qui est concentrée en mélanine. La mélanine, c'est ce pigment qui nous donne la carnation. Donc, chez les peaux métissées, on sent que c'est un peu léger, alors que quelqu'un qui est purement africain, il y a le noir qui est bien dosé, comme on le dit. Donc, cette peau a une certaine particularité. La peau noire et la peau métissée est d'ailleurs une peau qui est épaisse et très résistante aux agressions extérieures. Le pigment noir qui nous donne cette carnation-là est d'ailleurs une grande protection pour nous. Ça nous protège contre le soleil à près de 93%. Donc, on est naturellement protégé contre le soleil. Mais dans le même temps, cette peau est sensible aux taches et aux cicatrices. C'est ce qui peut faire qu'on constate de l'hyperpigmentation après une inflammation, un bouton, une plaie. On sent que la partie là est plus noire que la peau normale. C'est ça. Donc voilà. Plusieurs personnes estiment que la peau noire n'a pas besoin de protection solaire. C'est vrai? C'est un sujet vraiment mitigé, je vais dire. Ah bon? Parce que quand tu as une peau noire, on est naturellement protégé contre le soleil. Mais pour minimiser les risques d'hyperpigmentation et ralentir aussi le vieillissement prématuré, il est bien de se protéger avec une crème solaire. Les gestes à éviter, absolument, pour garder l'éclat de sa peau noire. Pour garder l'éclat de sa peau noire, il faut éviter les produits trop décapants, les produits agressifs. Ne pas laisser le côté hydratant. Toujours s'hydrater matin et soir. C'est ça. Matin et soir et ne pas rater aussi la protection solaire. Après ça, il y a le fait Sinon que la peau noire, c'est quelque chose aussi. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais... Bien sûr, Marcel. Vraiment. Nous voyons. Alors, que recommandez-vous donc pour prendre soin de sa peau, pour garder son éclat? Je vais recommander d'avoir une bonne routine de peau, de respecter surtout cette routine-là et aussi de savoir adapter les routines aux différentes saisons. Par exemple, en temps de fraîcheur, il faut aller sur des crèmes nourrissantes comme le beurre de karité, l'huile de jojoba, la niacinamide, l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Voilà. Tout ça, il y a trop de noms. Vraiment, hein? Mais le beurre de karité, c'est commun à tous. Bien sûr que c'est connu. Ça au moins. Oui, à base de beurre de cacao, karité, tout ça. Voilà. Le cacao. Oui, cacao aussi, c'est très beau pour la peau noire.
Et pour ceux qui n'aiment pas les pommades huileuses? Oui, il faut aller sur des textures légères. C'est ça qu'on dit. Ok. Ça, c'est recommandé, par exemple, pour les personnes qui ont les peaux grasses, les personnes qui transpirent rapidement. Donc, il faut aller sur les textures légères qui matifient. On ne sent pas l'effet de la pommade sur la peau, mais ça te nourrit quand même la peau. Voilà. Félicité. Oui, merci. Un dernier mot? Prenez soin de vous. Bien sûr, chaque seconde est une vie. Prenez bien soin de vous. Vivez, mais vivez correctement. Alors, notre dernière partie de ce plateau, vécu, imaginez, découvrez que l'homme qui partage la vie de votre cousine est aussi le mari de votre meilleur ami. Un secret lourd à porter, une situation complexe qui bouscule des liens familiaux et amicaux. Comment réagir face à des situations du genre? D'abord, suivons le témoignage. J'ai une histoire qui ne me concerne pas directement, mais je suis un peu au cœur, au milieu, je dirais, de l'histoire. Alors, j'ai une amie, on va commencer par là, qui est une amie d'enfance à moi, qui est pratiquement une sœur pour moi parce qu'on a vraiment grandi ensemble. On n'était pas loin, on était dans le même quartier, on a fait les mêmes écoles. Et c'est la seule amie que mes parents toléraient vraiment déjà parce que nous avons la même foi. Nous sommes toutes les deux musulmanes. Après l'université, on s'est séparés. Mais on trouvait quand même toujours le temps pour se voir un peu, passer du temps comme on pouvait. Chacun a sa famille, son boulot, son commerce. Je connais très bien son mari et ses enfants et pareil de son côté. À ce stade, elle est comme une sœur pour moi. Alors, j'ai une cousine qui n'a pas grandi ici avec nous et qui a étudié la médecine dans un autre pays d'Afrique. Donc, il y a quelque temps, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle allait rentrer pour se marier parce qu'elle a trouvé un homme du pays, de chez nous, et qu'elle allait rentrer pour se marier. Vu que nous ne sommes pas des cousines très proches, c'est le jour du mariage que moi je suis allée là-bas, accompagnée d'autres membres de la famille. Et grande a été ma surprise de voir que le mari n'est ni plus ni moins que l'époux de ma copine, de ma sœur. J'étais vraiment choquée parce qu'elle ne m'a jamais dit que son mari prenait une deuxième femme parce que chez nous l'islam le permet. Quand tu remplis certaines conditions, tu informes la première femme et tout. Mais j'ai été surprise vraiment de le voir là, se marier avec ma cousine. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que les parents ne sont pas au courant qu'il est toujours marié. Pour les parents, c'est que les parents évidemment de ma cousine, c'est qu'il a eu une femme avec qui il n'est plus. Je n'ai pas vraiment compris le but de cette mascarade puisqu'il a le droit d'en avoir deux aux yeux de la religion. Mais ma cousine, elle a toujours été du genre à ne pas être pour la polygamie. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a procédé comme ça, mais je sais qu'il est bel et bien marié. Bien vrai, il voyage de temps en temps, il n'est pas toujours sur place. Mais je reste sceptique. Je ne sais pas comment il veut procéder pour s'en sortir avec cette double vie-là. Là, ça fait à peine quelques jours, c'était la semaine dernière, mais je réfléchis. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai même pas parlé à mes parents. Je ne leur ai pas dit que l'époux de ma cousine était le mari de ma soeur, de mon amie qu'ils connaissent. Puisque les parents n'y étaient pas. Moi, j'étais avec d'autres cousines et d'autres cousins. Il m'a très bien vu, il était très gêné, mais depuis c'est flou dans ma tête. Est-ce que j'en parle en famille? Est-ce que j'en parle à ma copine d'abord? Est-ce que je le confronte? Ou est-ce que je me tais? Aidez-moi s'il vous plaît à prendre une décision. Merci. Doit-elle se taire, Rebecca? C'est non, elle ne doit pas se taire. D'accord, on aura votre développement tout à l'heure. Comment avez-vous réagi en face de cette histoire? J'avoue que... Votre première réaction quand vous avez eu l'histoire? Ma première réaction, j'ai souri, je me suis dit, ah, les hommes, évidemment. Donc, mais je pense... J'ai pas compris. Ah, les hommes, toujours à sortir d'autres tours de leur sac, quoi. Ah bon? Ah oui. Mais vous savez, c'est pas des
C'est une histoire dont j'ai déjà entendu parler plus ou moins, une fois ou deux fois. Donc, je pense que ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes au cœur, vous savez que... Ce sont des choses qui arrivent. Oui, je ne défends pas. Vous êtes au cœur, vous savez par exemple, évidemment c'est pour donner un exemple, vous connaissez Rebecca, vous retrouvez son mari dans la maison de Félicité. Ça peut arriver, hein? C'est pour ça que je dis que je donne juste un exemple. Félicité. Jennifer dit que ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent, mais quand ça arrive, que faire? Que faire? Il faut parler, il faut vider son cœur, il faut chercher à comprendre la raison qui a poussé le quelconque monsieur à réagir de la sorte. Il est fou. Aya, que faire? Vous découvrez plus tard que votre époux est en même temps... Non, l'époux de mon ami. L'époux de votre ami, du moins. L'époux de votre amie Rebecca est en même temps l'époux de ma cousine. Pourquoi vous prenez les Rebecca? Bon, pas rien. Et puis quand on dit Rebecca, ce n'est pas forcément Rebecca Sabo. Voilà. Je vais dire totalement le contraire de ce que j'ai entendu sur le plateau. Je ne conseillerais pas à la fille, à la dame qui parle, de parler à sa cousine. Elle se tait? Non. Elle se tait? Non. Elle réagit, mais pas en parlant à sa cousine. OK. En parlant à sa cousine, elle aide le mari à se décharger d'une charge dont il est responsable. C'est à lui de dire à sa femme. Je lui mettrai tellement de pression qu'il va en avoir marre. Non, ce n'est pas à elle de dire à sa cousine que son mari a épousé une nouvelle femme. Non, elle va, dès le lendemain, ma chérie, si tu m'écoutes, dès maintenant, là, il faut appeler le monsieur là. Appelle-le, donne-lui rendez-vous quelque part, dis-lui que si tu n'en parles pas, je vais en parler, mais si j'en parle, parce que si elle en parle à l'ami, on ne sait pas, elle dit que c'est une dame qui, dans sa tête, se dit, mon mari ne peut pas avoir une seconde femme, je ne permettrai pas. Si elle lui dit qu'elle a une réaction négative, parce qu'elle peut se lever de chez elle et aller poignarder son mari, qui va porter la responsabilité de ça? Non, c'est au mari de dire, donc je lui mettrai la pression. Si je lui dis qu'il faut que tu dises à ta femme, si tu ne le dis pas, c'est moi qui vais lui dire. Et si je lui dis, tu sais ce qu'elle peut faire? Je vais lui dire des choses du genre. Il y a des hommes, bon, qui s'en foutent. Il peut me dire, bon, va lui dire, pour se décharger. Si je me retrouve devant une réponse comme celle-là, je vais mettre en contribution les parents. Je vais informer les parents de la fille, d'abord. Je vais informer les miens, pour qu'en famille, on puisse voir comment peut-être apporter l'information à la fille. Mais jamais elle seule apporter l'information. Vous pensez pouvoir faire tout ça sans risque? Sans risque? Le risque, c'est quoi? Le seul risque qu'elle encourt, si elle ne dit pas à sa cousine, c'est que la cousine, après lui dit, l'ami après lui dit, c'est une trahison. C'est une trahison. Tu es allé à ce mariage et tu ne m'as pas dit. Encore que dans un mariage musulman, tu peux arriver, ça dépend de quelle heure tu es arrivé. Si tu arrives après que l'assise se soit tenue et que le mari a déjà quitté les lieux, il est déjà parti, parce que c'est toi, tu vas aller chez ta cousine. Il est déjà parti en famille. Donc, et dans sa famille à lui, tu n'as pas peut-être eu le temps de voir le mari. Donc, tu peux te dédouaner comme ça. Donc, elle n'a pas à dire, hein, ça, j'insiste là-dessus, c'est pas à elle. Donc, mais je vais dire quelque chose, que les femmes m'entendent. Dans les situations où les hommes, ils sortent comme ça pour aller faire ces choses-là, sans avertir leurs épouses. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais c'est parfois, c'est ça, c'est souvent ça, que tu es marié à un homme et tous les jours tu lui dis, et t'es dit, est-ce qu'il peut? Si jamais, tu dis ça à un homme, même s'il ne voulait pas prendre une seconde épouse, il va te montrer que lui, il est l'homme quand même, et il ira faire. Donc, j'ai dit,
Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. C'est pour dissuader l'homme. Est-ce qu'il faut l'encourager? Voilà. Est-ce qu'il faut l'encourager? Non, au contraire, ça ne dissuade aucun homme. D'accord, on va y revenir. Félicité. Ça ne dissuade Sophia personne. disait qu'elle va lui foutre une pression terrible. Quel type de pression est-ce qu'on peut mettre à un homme dans ce genre de situation? Bon, on va dire une pression émotionnelle, je vais dire, émotionnellement parlant. Exemple? Je le menace de passer à l'acte, d'informer sa femme comme cela se doit, du moment que le mariage polygamique n'est pas interdit dans sa religion. Donc, il se doit quand même d'informer la femme et de la bonne manière. D'accord. Et si vous, personnellement, vous avez une situation pareille... Non, ça ne peut pas m'arriver. J'ai horreur que une femme dise ça. Ça dit que j'ai horreur. Non, c'est la foi. Ça ne peut pas m'arriver, c'est faux et c'est archi faux. Toutes les femmes qui disent ça ne se préparent pas psychologiquement à affronter la chose. Mais nous confessons à Dieu. Et je vous dis, quand tu es femme mariée, il faut te préparer psychologiquement à affronter ça. Parce que ça peut arriver à tout moment. Affronter ça et affronter plus gros que ça. Plus gros que ça. Moi qui suis ici, en dépit de tout, je suis toujours... Je suis préparée au jour où ça va venir. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Je te dis. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Ne dis plus jamais ça. Jamais. Les femmes ne disent plus que ça. Elles ont été surprises à la mort de leur mari d'avoir 4 femmes qui amènent des enfants, qui amènent 2, qui amènent 3, qui amènent 1. Ne dis plus jamais ça. Ça ne peut pas de toute t'arriver. façon, tu ne maîtrises pas ça, ma chérie. Rebecca, ça peut vous arriver, vous? Quelle est cette question? Je ne veux pas répondre à la question. Parce que ça ne dépend pas d'elle. Que ça lui arrive. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Personne ne souhaite ça peut arriver? Je ne veux pas répondre à la question. On dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. De toute façon, aucune femme ne peut dire ça va m'arriver. Mais au fond, on voit notre entourage, des gens improbables. Aucune femme ne le souhaite. Non, aucune. Il y en a qui le souhaitent. Hein. Oui, bon, c'est vrai quand même. Mais on s'y attend, en fait, ça peut arriver. Il y en a qui demandent même à leur époux, voilà, écoute, tu as la possibilité de... Même si ce n'est pas un intérêt, il y a un comportement du monsieur que la femme voit peut-être avec les intérêts qu'ils ont ensemble, qu'elle ne peut pas quitter ce foyer-là. Et donc, au lieu de piquer de femme en femme, donc je l'autorise à prendre une seconde pour être quand même un peu libre ou bien. Je crois qu'il faut s'attendre. Pas parce que je défends ça, hein, mais c'est du genre, quand on dit dans la vie, il faut être prêt à tout. Je pense qu'il ne faut pas se dire ça ne peut pas m'arriver. Je pense qu'il faut s'attendre à tout, en fait. D'accord. Quand nous prenons... Oui, après ça dépend. Ça dépend, la personne peut accepter de rester ou de partir. Nécessairement, il doit avoir des comportements et psychologiquement, moi-même. Il y a des hommes... Rebecca, quand nous prenons les 3 sujets principaux, qui sera le gros perdant, à votre avis? Les sujets principaux. Le gros perdant. L'époux, le mari, la cousine, et la titulaire. Voilà. Bon, tout dépend des actes posés face à la situation. Si la cousine, celle qui a remarqué le mariage, ne dit rien, elle sera perdante. Parce que quand sa cousine, ça va éclater. Et puis on va dire, mais tu étais informée, tu ne me l'avais pas notifié. Elle n'a rien à perdre. Moi, par contre, n'a rien à perdre. Je marie. Ce que je ferais, très rapidement, moi, j'irai chez mon ami et je vais lui mettre la puce à l'oreille. Je ne vais pas lui dire tout de suite. Je vais lui dire, imagine que, et si telle chose est arrivée à une amie à moi, je vais la préparer psychologiquement pour qu'elle accepte la nouvelle. Pour ma cousine, vu qu'on n'est pas proche et que je suis proche de mon amie, comme l'a dit Adja, mes parents, je leur en souffle un mot, ils vont... parce que je ne veux pas qu'elle s'évanouisse et que ce soit de ma faute, qu'elle ait un AVC, que ce soit de ma faute. Donc ça, ils vont gérer ça en famille. Mais mon amie, je vais lui mettre des idées en tête pour qu'elle fasse le lien. Quand elle sera prête, je vais lui dire.
Bon, et aussi, je peux essayer d'échanger avec mon ami là pour savoir est-ce que tu es informé, poser des questions, non, pas est-ce que tu es informé que ton mari est marié, mais chercher à comprendre un peu. Peut-être qu'elle est informée et qu'on ne le sait pas. Oui, c'est possible aussi. Donc il faut chercher à creuser un peu et pour comprendre, pour mieux comprendre. Mais pour la cousine, je ne pense pas que je vais aller me mêler de ça, puisqu'ils se sont déjà mariés. Donc, je peux en parler aux parents et chercher à avoir des conseils de leur part. Mais pour l'amie en question, échanger avec elle, chercher à comprendre un peu. Peut-être qu'elle est informée et qu'elle a accepté. N'est-ce pas? Félicité. Issue possible. C'est un cas vraiment difficile. Les issues possibles, à mon avis, c'est que la femme, l'amie en question, aille voir son ami, sa connaissance, pour lui mettre la puce à l'oreille, essayer de discuter avec elle ou bien lui présenter le sujet autrement. Et si elle était dans ce cas, qu'est-ce qu'elle ferait? Et maintenant, avec sa réaction, chercher les moyens maintenant pour amoindrir le choc. Sofiane, quels seraient votre ou vos derniers mots sur ce témoignage? Moi, je pense que je voudrais dire à toutes les femmes, comme j'ai commencé à le dire, d'être dans leur mariage en ne s'occupant que de la relation mon mari et moi. Le reste, le mari s'appartient, je m'appartiens moi-même. Le mari s'appartient et la décision que le mari va prendre, de prendre ou de ne pas prendre une seconde épouse, n'engage que lui. Occupe-toi de ta relation avec le mari et tu vas vivre en paix. Le jour où il sort, il va amener une seconde épouse. Si tu es dans une telle posture, ça va être difficile pour un homme de te zapper pour aller prendre. Il va être libre de te dire, ah, tu sais, j'ai décidé. Et ça va être sa décision. Encore que celui-là qui vient de se marier, notre religion, comme l'a dit l'autre, lui permet. Même le Coran dit, il faut l'en informer. Il faut informer ta femme avant de faire, dans une certaine mesure. Donc, bon, je ne vois pas pourquoi. Mais les hommes, je dis, quelle que soit la rage, quelle que soit la physionomie de la femme que vous avez mise sous votre toit, quand vous voulez faire une chose pareille, il faut l'en informer parce que vous ne pouvez pas savoir l'issue dont vous parlez. Le début de votre réponse m'a beaucoup plus intéressé. Une femme à qui quelqu'un va apporter la réponse. Fini. Merci, le temps est vraiment parti. Nous avons le journal, nous avons le JT tout juste après nous. Il faut bien le préparer. Merci à votre réponse. J'ai envie d'ajouter votre réponse qui dit qu'il faut s'occuper de sa relation personnelle avec son homme. J'ai envie d'ajouter qu'il faut s'arranger pour être toujours la meilleure. Et vous aurez tout gagné. Voilà, je pense. Merci d'être resté avec nous depuis 12 heures. Rendez-vous demain à la même heure pour encore des conseils pratiques, des échanges enrichissants et aussi de la bonne ambiance. Demain, c'est vendredi, l'entrée en week-end. Ce sera un peu musical aussi sur le rendez-vous de midi. À bientôt.